Tu mourras en prison. Un juge choque en condamnant un garçon de 8 ans pour le meurtre de sa mère. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Profitez de l'histoire. La salle d'audience était silencieuse. Pas le genre de silence qui vient du respect ou de la cérémonie. C'était le silence de l'incrédulité, le genre qui donne la chair de poule et retourne l'estomac. Ethan Hale était assis sur une chaise trop grande pour lui. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Il portait une chemise boutonnée légèrement trop grande, avec les manches roulées 2 fois au poignet. Ses mains étaient jointes sur la table devant lui, petites et immobiles. Il ne pleurait pas. Il ne parlait pas. Il fixait simplement droit devant lui avec des yeux qui semblaient bien trop vieux pour un garçon de 8 ans. La juge, Caroline Brent, ajusta ses lunettes et regarda les documents devant elle. Son visage était taillé dans la pierre. Aucune émotion, aucune hésitation. Elle avait présidé des centaines de procès dans le comté de Brookridge, en Oregon. Mais jamais un comme celui-ci. Ethan Michael Hale, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Vous avez été reconnu coupable du meurtre d'Amanda Hale, votre mère. Cette cour vous condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Un halètement parcourut la galerie. Quelqu'un sanglota. Un obturateur d'appareil photo cliqua au dernier rang malgré l'interdiction de photographier. L'huissier ne l'arrêta pas. Ethan ne broncha pas. Son avocat commis d'office, un homme nommé Greg Pullman qui avait l'air de vouloir disparaître dans le plancher, ne dit rien. Il avait à peine présenté de défense. L'affaire était simple, disait-il. Les preuves étaient claires, disait-il. Un garçon de 8 ans, un couteau de cuisine, le sang de sa mère sur son pyjama. Que dire de plus? À l'extérieur du tribunal, les médias grouillaient comme des sauterelles. Les camions de presse bordèrent la rue. Les journalistes criaient des questions à tous ceux qui passaient. L'expression « plus jeune meurtrier condamné de l'histoire de l'Oregon » était déjà en tendance en ligne. Dans un petit restaurant à 3 pâtés de maison, une femme était assise seule dans un box d'angle. Sarah Monroe, 38 ans, ancienne journaliste d'investigation devenue pigiste. Elle sirotait une tasse de café froid et fixait l'écran de son ordinateur portable. Le titre disait « Enfant tueur condamné, la nation en état de choc ». Elle parcourut les commentaires. Indignation, dégoût, appel à une punition plus sévère. Quelques voix de doute rapidement noyées. Sarah avait déjà vu cela auparavant. La façon dont une histoire pouvait être façonnée. La façon dont la vérité pouvait être tordue jusqu'à ce qu'elle se brise. Elle cliqua sur une vidéo. Ethan sortant du tribunal menotté, son visage vide, son corps mou. Il ressemblait plus à une marionnette qu'à une personne. Sarah la rejoua 3 fois. Puis elle ferma son ordinateur portable et murmura pour elle-même « Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Ou est-ce ce qu'ils ont dit qui s'est passé ?» De l'autre côté de la ville, dans un bureau modeste encombré de dossiers et de manuels de psychologie, le Dr Lionel Griggs était assis derrière son bureau. Il avait 52 ans, avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués. Un psychiatre médico-légal qui avait passé des décennies à étudier l'esprit des criminels, adultes et mineurs. Il avait suivi le procès de loin, lu les rapports, examiné les preuves présentées. Quelque chose ne collait pas. Les enfants qui tuent sont rares. Les enfants qui tuent avec préméditation, presque inouïs. Et les enfants qui tuent sans motif, sans antécédent de violence, sans le moindre signal d'alarme dans leur dossier comportemental, c'était impossible. Le docteur Griggs ouvrit un tiroir et sortit un cahier usé. Il tourna jusqu'à une page vierge et écrivit une seule question en haut. Qu'est-ce qui nous échappe? De retour dans la salle d'audience, maintenant vide à l'exception du personnel d'entretien, un concierge balayait les allées. Il remarqua quelque chose sous l'un des bancs. Un petit carnet. Il le ramassa et le feuilleta. À l'intérieur, griffonné dans une écriture soignée, se trouvaient des notes du procès. Mais sur la dernière page, quelqu'un avait écrit à l'encre rouge. « Il protège quelqu'un ». Le concierge haussa les épaules.
et le jeta dans la boîte des objets trouvés. Personne ne vint jamais le réclamer. Est-ce vraiment ce qui s'est passé, ou est-ce ce qu'ils ont dit qui s'est passé? Le jour avant la mort d'Amanda Hale, le soleil se leva sur Brookridge comme n'importe quel autre matin, le genre de matin où rien ne semble aller mal, où tout semble normal. Mais la normalité est un mensonge que nous nous racontons quand nous ne voulons pas voir les fissures. Amanda se tenait dans la cuisine de leur petite maison à 2 étages sur Maple Drive. Elle avait 34 ans, avec des cheveux noirs attachés en une queue de cheval lâche. Elle portait un cardigan jaune délavé et un jean. Ses mains bougeaient automatiquement alors qu'elle versait des céréales dans un bol pour Ethan. Il était assis à la table, silencieux comme toujours. Ses jambes se balançaient sous la chaise, n'atteignant pas tout à fait le sol. Il avait les yeux sombres de sa mère, mais là où les siens étaient vifs et alertes, les siens étaient distants, pensifs. « Tu vas bien, mon chéri ?» demanda Amanda en posant le bol devant lui. Ethan hocha la tête. Il ne leva pas les yeux. Amanda l'observa un moment, puis se retourna vers le comptoir. Elle fouilla dans son sac à main et sortit un petit flacon de pilules, des médicaments contre l'anxiété. Elle les prenait depuis 6 mois. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle dévissait le bouchon. Ethan leva les yeux. Juste une seconde. Il vit le flacon. Il ne demanda pas ce que c'était. Il avait appris à ne pas poser de questions. Amanda avala 2 pilules à sec et remit le flacon dans son sac. Elle le referma rapidement, comme si elle cachait une preuve. Puis elle se dirigea vers le tiroir de la cuisine près de la cuisinière, celui avec le verrou. Elle sortit une petite clé de sa poche, le déverrouilla et y plaça quelque chose. Ethan ne pouvait pas voir ce que c'était. Elle le verrouilla à nouveau et glissa la clé dans sa poche. « Mange ton petit déjeuner », dit-elle doucement, sans le regarder. Ethan mangea en silence. Plus tard dans l'après-midi, Amanda emmena Ethan au parc. C'était une routine qu'ils avaient, chaque mardi et jeudi. Elle s'asseyait sur le banc avec son téléphone pendant qu'il jouait sur les balançoires. Mais ce jour-là, Amanda ne s'assit pas. Elle se tenait près du bord de l'aire de jeu, le téléphone collé à l'oreille, sa voix basse et tendue. « Je te l'ai dit, je ne peux plus faire ça », siffla-t-elle dans le téléphone. « Il va le découvrir, et s'il le fait… » Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, jetant un coup d'œil vers Ethan. Il la regardait du haut du toboggan. Amanda força un sourire et fit un signe de la main. « Ethan », répondit et descendit le toboggan. Elle se détourna et baissa encore plus la voix. « Reste simplement à l'écart, s'il te plaît, pour son bien. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Quand ils rentrèrent à la maison, Amanda prépara le dîner. Des spaghettis, le plat préféré d'Ethan. Mais elle toucha à peine à sa propre assiette. Elle jetait sans cesse des coups d'œil à l'horloge murale, attendant quelque chose. À 7h30, le téléphone sonna. Amanda sursauta. Elle le fixa pendant 3 sonneries avant de répondre. « Allô ?» Une pause. « Non, pas ce soir. » J'ai dit non. Une autre pause. Sa mâchoire se crispa. « D'accord, mais c'est la dernière fois. » Elle raccrocha et expira lentement, agrippant le bord du comptoir. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, observant. « Va te brosser les dents, Ethan, » dit-elle sans se retourner. « D'accord, maman, » il disparut. À l'étage. Amanda resta là longtemps, fixant le vide. Puis elle se dirigea à nouveau vers le tiroir verrouillé. Elle l'ouvrit avec la clé et fixa ce qu'il contenait. Elle le referma, le verrouilla, et monta à l'étage pour border Ethan. « Bonne nuit, mon chéri », murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. « Bonne nuit, maman. » Elle éteignit la lumière et ferma la porte. En bas, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. À 22h15 ce soir-là, une voiture se gara devant la maison. Le moteur tourna au ralenti un moment, puis s'éteignit. Une silhouette en sortit et remonta l'allée. Le détecteur de mouvement ne s'alluma pas. Il était cassé depuis des semaines. La silhouette ne frappa pas.
Elle utilisa une clé. La porte d'entrée s'ouvrit doucement. Se referma doucement. À l'étage, Ethan était allongé dans son lit, fixant le plafond. Il entendit la porte. Il entendit des pas. Il remonta la couverture sur sa tête et ferma les yeux très fort. En bas, la voix d'Amanda était à peine audible, mais le ton était indéniable. La peur. Au matin, Amanda Hale serait morte, et Ethan serait le seul à devoir en répondre. L'appel au 911 arriva à 6h47. La voix à l'autre bout tremblait, à peine cohérente. Il y a du sang, tellement de sang. Je pense qu'elle est morte. Oh mon Dieu, je pense qu'elle est morte. La standardiste resta calme. Monsieur, quelle est votre adresse? Qui est mort? Maple Drive. 428 Maple Drive. C'est Amanda Hale. S'il vous plaît, vous devez envoyer quelqu'un. Qui êtes-vous? Êtes-vous blessé? Une pause. Respiration lourde. Je suis son voisin. Je suis venu déposer le courrier et la porte était ouverte et... Oh mon Dieu, le garçon. Le garçon est juste assis là. Quel garçon? Son fils, Ethan, il est... juste assis là, affixé. La standardiste envoya immédiatement des unités. En quelques minutes, 3 voitures de patrouille et une ambulance hurlèrent dans la rue tranquille. Les voisins sortirent, sur leur porche, plissant les yeux dans la lumière du petit matin. Certains tenaient des tasses à café. Certains serraient leurs enfants contre eux. L'adjoint Rick Osborne fut le premier à entrer dans la maison. Il était au département du shérif du comté de Brookridge depuis 12 ans. Il avait vu des accidents de voiture, des disputes domestiques, des overdoses. Mais rien ne le prépara à ce qu'il vit dans cette cuisine. Amanda Hale gisait sur le sol près de l'évier. Son corps était tordu dans un angle non naturel. Du sang s'accumulait sous elle, sombre et épais. Ses yeux étaient ouverts, fixant le vide. Osborne se figea un instant, sa main se déplaçant instinctivement vers sa radio. « Nous avons besoin d'un médecin légiste et des services de protection de l'enfance maintenant. » Puis il vit le garçon. Ethan était assis à la table de la cuisine, la même table où il avait mangé des céréales la veille. Il était toujours en pyjama, bleu avec de petites fusées dessus. Il y avait du sang sur la manche. Pas beaucoup, mais suffisamment. Ses mains étaient sur ses genoux. Son visage était vide. « Hé, mon gars, » dit doucement Osborne en s'agenouillant à quelques mètres. « Tu m'entends » Ethan ne répondit pas. Il ne cligna pas des yeux. Il ne bougea pas. Osborne réessaya. « Ethan. C'est ton nom, n'est-ce pas? Ethan. » Rien. Une autre adjointe, une femme nommée Laura Finch, entra dans la maison. Elle vit le corps et s'arrêta net. Puis, elle vit le garçon. « Mon Dieu, » murmura-t-elle. Osborne se leva et s'approcha d'elle, gardant sa voix basse. « Il n'a pas dit un mot. Il ne me regarde même pas. Où est le père? » Aucune idée, le voisin a dit que la mère vivait seule avec l'enfant. Finch regarda autour de la cuisine. Ses yeux se posèrent sur quelque chose près de la table. Un couteau, un grand couteau de cuisine, du genre utilisé pour couper la viande. Il gisait sur le sol, à quelques mètres seulement de l'endroit où Ethan était assis. « Rick », dit-elle doucement, en pointant du doigt. Osborne le vit. Son estomac se retourna. L'équipe médico-légale arriva 20 minutes plus tard. Ils photographièrent tout. Le corps, le couteau, les éclaboussures les sang sur les armoires, la petite empreinte de main sur la table. Et ils photographièrent Ethan. Il n'avait toujours pas bougé. L'un des techniciens médico-légaux, un homme nommé Carl Brennan, s'agenouilla à côté du garçon avec un appareil photo. Il prit des gros plans du sang sur la manche du pyjama, des mains d'Ethan, de son visage. Le gamin est en état de choc, marmonna Brennan à Osborne. Je l'ai déjà vu. Réponse traumatique. Le cerveau se ferme simplement. Tu penses qu'il a vu ce qui s'est passé? Brennan jeta un coup d'œil au couteau, puis au garçon. Je pense qu'il a fait plus que le voir. À 8 heures, la maison grouillait d'enquêteurs. Le ruban de scène de crime bloquait l'allée.
Les équipes de presse installaient déjà leur matériel de l'autre côté de la rue, leurs caméras pointées vers la porte d'entrée comme des vautours encerclant une carcasse. À l'intérieur, le détective Raymond Shaw se tenait dans la cuisine, les bras croisés. Il avait 49 ans, chauve, avec une grosse moustache et une réputation de clôturer les affaires rapidement. Il regarda le corps, puis le couteau, puis le garçon, qui avait finalement été déplacé dans le salon et enveloppé dans une couverture. « Des signes d'effraction » demanda Shaw. « Aucun, » dit Finch. La porte d'entrée était déverrouillée, mais pas de dommages, pas de fenêtre brisée, rien. Des signes de lutte? Pas vraiment. On dirait qu'elle a été attaquée par derrière, blessure. Unique à la poitrine, profonde, nette. Shaw s'approcha du couteau, maintenant scellé dans un sac de preuves. Et l'enfant? Du sang sur ses vêtements, pas de blessure visible. Il ne parle pas. Shaw hocha lentement la tête. Il en avait assez vu. Mettez le pyjama dans un sac, relevez les empreintes sur le couteau et amenez ce gamin au poste. Nous avons besoin de réponses. Finch hésita. Rick, il a 8 ans. Je sais quel âge il a, dit froidement Shaw. Et en ce moment, il est la seule personne qui était dans cette maison quand sa mère a été assassinée. Ethan fut placé à l'arrière d'une voiture de patrouille. Alors qu'il partait, il tourna la tête et regarda par la fenêtre. Il vit sa maison, le ruban jaune de scène de crime, les voisins qui fixaient. Et pour la première fois ce matin-là, il cligna des yeux. Au moment où le soleil se coucha, l'enquête était déjà terminée. Le couteau portait les empreintes digitales d'Ethan. Le sang sur son pyjama correspondait à celui de sa mère. Et l'histoire était déjà écrite. La nouvelle éclata avant midi. Enfant arrêté pour le meurtre de sa mère. Brooke Ridge en état de choc. En 1 heure, tous les grands médias de l'Oregon l'avaient reprise. Le soir, c'était national. Les images tournaient en boucle. La petite maison sur Maple Drive, le ruban jaune de scène de crime, la voiture de patrouille s'éloignant avec un garçon sur le siège arrière, son visage à peine visible à travers la vitre teintée. Mais c'était suffisant. Les présentateurs parlaient d'un ton grave. Ils utilisaient des mots comme impensable, horrifique et sans précédent. Ils montraient la photo d'Amanda, une femme souriante lors d'une fête d'anniversaire, tenant un gâteau. Ils montraient la photo scolaire d'Ethan, un garçon à l'air calme avec des yeux sombres et l'ombre d'un sourire. Ce sourire le hantrait. « Comment un enfant a-t-il pu faire ça ?» demanda un commentateur. « À quel genre de monstre avons-nous affaire ?» La réponse, semblait-il, était déjà décidée. Le deuxième jour, les détails commencèrent à fuiter. Quelqu'un au bureau du shérif, personne ne dirait qui, parla à un journaliste. Off the record, bien sûr. « Le gamin n'a même pas pleuré », dit la source. « Il était juste assis là. N'a pas dit un mot. N'a pas demandé sa mère. Rien. » Le journaliste s'en empara. De sang-froid, un enfant de 8. Tess ne montre aucun remords après le meurtre de sa mère. Un autre média alla plus loin. Des amis disent que le garçon était différent, calme, isolé, sans émotion. Ils interviewèrent une enseignante de l'école d'Ethan, Madame Brennan, 3e année. Elle avait l'air mal à l'aise devant la caméra, mais elle parla quand même. Ethan était un enfant très calme, dit-elle prudemment. Il ne jouait pas beaucoup avec les autres enfants. Il restait dans son coin. Mais je n'ai jamais pensé... Je veux dire, je n'aurais jamais imaginé... L'intervieweur se pencha. A-t-il déjà montré des signes d'agressivité? De comportement violent? Madame Brennan hésita. Eh bien, il y a eu une fois. Un autre élève a dit qu'Ethan l'avait poussé, mais ce n'a jamais été confirmé. Les enfants de cet âge, vous savez, Le clip fut monté, ce qui fut diffusé. Il y a eu une fois, Ethan l'a poussé. Le contexte avait disparu. Une autre voisine fut interviewée. Une femme âgée nommée Diane Fletcher qui vivait 2 maisons plus loin. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait chez ce garçon, dit-elle en secouant la tête. Il ne souriait jamais, ne faisait
jamais signe. Il fixait juste. On pouvait le sentir, vous savez. Quelque chose qui n'allait pas. L'avez-vous déjà vu agir violemment? Non, mais on pouvait simplement le sentir. Internet explosa. Les forums de True Crime s'enflammèrent de théories. Les fils Reddit s'étirèrent sur des milliers de commentaires. Des podcasts consacrèrent des épisodes entiers à l'affaire, disséquant chaque détail, chaque photo, chaque rumeur. Certains réclamaient la peine de mort, même si Ethan était mineur. D'autres réclamaient la prison à vie dans un établissement psychiatrique. Quelques voix tentèrent de réagir, posant des questions, exigeant plus de preuves. Elles furent réduites au silence. Le troisième jour, un psychologue nommé Dr Marcus Leland apparut dans une émission matinale nationale. Il n'avait jamais rencontré Ethan, ne l'avait jamais examiné, mais il avait des opinions. À quoi nous avons probablement affaire ici, dit le docteur Leland en ajustant ses lunettes. C'est un enfant avec un trouble sévère de l'attachement, possiblement une sociopathie précoce. Ces enfants n'ont pas la capacité de former des liens émotionnels. Ils ne traitent pas la culpabilité ou l'empathie comme nous le faisons. Donc il est dangereux? Demanda l'animateur. Potentiellement, oui. Les enfants comme ça, ils ne s'améliorent pas. Ils empirent. L'animateur hocha gravement la tête. Terrifiant. Le clip devint viral. Au bureau du shérif du comté de Brookridge, le détective Shaw était assis dans une salle d'interrogatoire en face d'Ethan. Le garçon était là depuis 2 jours. Une assistante sociale était assise à côté de lui, une femme nommée Angela Ruiz. Elle avait l'air épuisée. Shaw se pencha en avant, sa voix calme mais ferme. « Ethan, j'ai besoin que tu... me parles. J'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé. » Ethan fixait la table. Il n'avait pas parlé depuis le matin de la mort de sa mère. « As-tu eu une dispute avec ta mère ?» demanda Shaw. « Est-ce qu'elle t'a mis en colère ?»« Rien. »« Ethan, nous avons trouvé tes empreintes digitales sur... » le couteau. « Nous avons trouvé le sang de ta mère sur tes vêtements. Nous savons que tu étais là. » Toujours rien. Shaw soupira et se recula. « Tu ne me facilites pas la tâche, gamin. » Angela Ruiz intervint. « Détective, il est clairement en état de choc. Vous ne pouvez pas vous attendre. À... » « Quoi je m'attends ?» l'interrompit Shaw. « C'est qu'ils disent la vérité. » Il se leva et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna. « Tu sais ce qui arrive aux enfants qui font du mal aux gens, Ethan? Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas avoir de vie. » Les doigts d'Ethan tressaillirent. À peine. Mais il ne leva pas les yeux. Shaw quitta la salle. À l'extérieur, l'adjointe Finch attendait. « Quelque chose ?» demanda-t-elle. « Pas un mot, » dit Shaw. « Mais nous n'avons pas besoin qu'il parle. Les preuves parlent d'elles-mêmes. » Ah. La fin de la semaine, l'affaire était close dans le tribunal de l'opinion publique. Ethan Hale, 8 ans, était un tueur, un monstre, un enfant sans âme. Et lorsque son procès commença 2 mois plus tard, personne ne fut surpris par le verdict. Mais de l'autre côté de la ville, dans un petit bureau, encombré de dossiers, le docteur Lionel Griggs relut une fois de plus le rapport de police. Et plus il lisait, moins cela avait de sens. Sarah Monroe n'avait pas pris de vraie affaire depuis 3 ans. Pas depuis l'enquête Daniels, celle qui lui avait tout coûté, sa crédibilité, sa réputation, sa carrière au Portland Tribune. Elle avait été si sûre. Les preuves pointaient vers la corruption au plus haut niveau du gouvernement municipal. Elle publia l'histoire. Première page. Titres en gras. Et puis tout s'effondra. Une source se rétracta. Des documents furent prouvés faux. Le procès arriva vite et brutal. Le Tribune régla à l'amiable et licencia Sarah le jour même. Elle devint un exemple. La journaliste qui s'était trompée. Maintenant, elle écrivait des articles en freelance pour des sites web que personne ne lisait. Des listes. 10 façons d'économiser sur l'épicerie. Meilleur sentier de randonnée près de Portland. Cela payait les factures. À peine. Mais l'affaire Ethan Hale tirait sur quelque chose en elle. Quelque chose qu'elle pensait mort. Elle regarda le procès depuis son appartement. Chaque jour,
chaque témoin, chaque pièce à conviction présentée. Et, chaque jour, la même pensée continuait de tourner dans son esprit. Ça ne colle pas. Le dossier de l'accusation reposait sur 3 choses: les empreintes digitales sur le couteau, le sang sur le pyjama d'Ethan et son silence. Mais Sarah avait couvert assez de crimes pour savoir que le silence n'équivalait pas à la culpabilité, surtout pas chez un enfant traumatisé. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à creuser. La première chose qu'elle trouva fut la chronologie. Selon le rapport du médecin légiste, Amanda Hale était morte entre 22h et minuit, mais Ethan avait été trouvé assis à la table de la cuisine à 6h47. Cela signifiait que le garçon avait été seul avec le corps de sa mère pendant au moins 6 heures. 6 heures. Et il n'avait jamais appelé à l'aide, n'avait jamais couru chez un voisin, n'avait jamais crié. L'accusation utilisa cela comme preuve de culpabilité. Un enfant qui vient d'assister à un meurtre serait hystérique, argumentèrent-ils. Ethan Hale n'a montré aucune émotion parce qu'il ne ressentait aucun remords. Mais Sarah avait lu des études sur les traumatismes infantiles. Elle savait à quoi ressemblait le choc. À quoi ressemblait la dissociation. Ethan n'avait pas agi comme un tueur. Il avait agi comme une victime. Elle continua à creuser. Le voisin qui avait trouvé le corps, un homme nommé Gérald Voss, avait fait une déclaration à la police. Mais quand Sarah retrouva la transcription complète, quelque chose ressortit. Voss dit que la porte d'entrée était légèrement ouverte quand il arriva. Pas grande ouverte, pas verrouillée, juste entr'ouverte. Pourquoi un enfant de 8 ans laisserait-il la porte ouverte après avoir tué sa mère? Sarah prit note, puis elle trouva l'interview de l'enseignante. Madame Brennan. Celle qui mentionnait qu'Ethan avait poussé un autre élève. Sarah appela l'école. Après 20 minutes de bureaucratie, elle réussit à joindre Madame Brennan elle-même. « Je ne voulais pas faire cette interview », admit doucement Madame Brennan. « Ils ont déformé mes propos, Ethan n'a jamais poussé personne. Un autre enfant a dit qu'il l'avait fait, mais je ne l'ai jamais vu. Je leur ai dit cela. Mais ils s'en fichaient. Pourquoi ne les avez-vous pas corrigés ?» Une longue pause. J'avais peur. Tout le monde avait déjà décidé qu'il était coupable. Je ne voulais pas être celle qui, elle, défendait un tueur d'enfants. Sarah la remercia et raccrocha. Une autre note. Elle ouvrit ensuite le rapport médico-légal. Le couteau. Un couteau de cuisine standard, de 20 cm de long. Les empreintes digitales d'Ethan étaient sur le manche. Mais le rapport notait également autre chose. Des bavures. Des empreintes qui se chevauchaient, comme si le couteau avait été tenu par plus d'une personne. Ce détail n'avait pas été mentionné au tribunal. Sarah se recula et fixa son écran. Que cache-t-il? Elle pensa à son rédacteur en chef aux tribunes, celui qui lui avait dit qu'elle était finie. Tu es allée trop loin, Sarah. Tu as cessé d'être objective. Tu as commencé à croire ta propre histoire. Peut-être avait-il raison. Mais peut-être avait-il tort. Elle ouvrit un nouveau document et tapa une seule phrase en haut. Et si Ethan Hale n'avait pas tué sa mère? Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Arrête de creuser. Sarah le fixa. Son cœur battait fort. Elle tapa en retour. Qui est-ce? Pas de réponse. Elle posa le téléphone. Ses mains tremblaient. Pendant 3 ans, elle avait joué la sécurité. Garder la tête baissée, éviter les ennuis. Mais maintenant elle avait un choix. S'éloigner, encore, ou trouver la vérité. Sarah ferma son ordinateur portable, attrapa sa veste et sortit. Elle avait une affaire à résoudre. Et quelque part à Brookridge, quelqu'un regardait. Michael Hale se présenta 3 jours après le verdict. Il entra dans le palais de justice du comté de Brookridge comme un homme entrant dans un incendie. Pas rasé, les yeux creux, sentant le whisky bon marché et le regret. Sarah était là, observant depuis le fond de la galerie. Elle avait suivi l'affaire de près, assistant à chaque audience, chaque motion. Quand elle vit Michael trébucher à travers les portes, elle sut immédiatement qui il était.
le père qui avait disparu. Michael s'approcha du bureau du greffier et demanda à voir son fils. Le greffier le regarda comme s'il était un fantôme. « Monsieur, les heures de visite sont... »« Je suis... »« Ton père » interrompit Michael. Sa voix se brisa. « Je suis le père d'Ethan. » Le greffier hésita, puis décrocha le téléphone. Sarah se rapprocha, faisant semblant de lire un panneau d'affichage sur le mur. Elle écouta. « Où étiez-vous » demanda doucement le greffier, après avoir raccroché. Michael ne répondit pas. Il resta juste là, agrippant le bord du bureau comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. « Ils ne vont pas vous laisser le voir aujourd'hui, » dit le greffier. « Vous devrez remplir des documents, prouver votre identité. Ça va prendre du temps. » Michael hocha lentement la tête. Puis il se retourna et sortit. Sarah le suivit. Elle le rattrapa dans le parking. Il était appuyé contre un pick-up rouillé, les mains tremblantes alors qu'il essayait d'allumer une cigarette. « Monsieur Hale ?» Il leva les yeux, surpris. « Qui demande ?»« Je m'appelle Sarah Monroe. Je suis journaliste. » Le visage de Michael s'assombrit. « Foutez le camp. »« Je ne suis pas là pour écrire un article à sensation, » dit rapidement Sarah. « Je suis là parce que je pense que votre fils est innocent. » Michael se figea. La cigarette pendait de ses lèvres, non allumée. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« J'ai dit que je pense qu'Ethan ne l'a pas fait. » Michael la fixa, puis il rit, un son amer et brisé. « Vous avez environ 3 ans de retard, madame. »« Peut-être, mais je suis là maintenant. » Michael finit par allumer la cigarette et tira une longue bouffée. Il expira lentement, fixant le sol. « Vous voulez savoir où j'étais » demanda-t-il doucement. « Quand ma femme est morte, quand mon fils a été arrêté. » Sarah attendit. « J'étais au Nevada, je travaillais, construction. Je n'avais pas parlé à Amanda depuis 2 ans. Je ne savais même pas qu'elle était... » Il s'arrêta. Sa voix se brisa. « Je ne savais pas qu'elle était morte jusqu'à ce que je le voie aux informations. Pourquoi n'êtes-vous pas revenu plus tôt ?»« Parce que je suis un lâche, » dit simplement Michael. « Parce que je les ai abandonnés. Parce que j'étais trop ivre et trop brisé pour être un père. Et parce que je savais que si je revenais, tout le monde me blâmerait aussi. » Sarah l'étudia. Il ressemblait à un homme qui avait vieilli d'1 décennie en 3 ans. « Parlez-moi d'Amanda, » dit-elle. Michael tira une autre bouffée. « Que voulez-vous savoir ? Était-elle, stable ?» Michael rit à nouveau, plus sèchement cette fois. « Stable, Amanda ? Non, elle était beaucoup de choses, mais stable n'en faisait pas partie. »« Que voulez-vous dire ?» Il hésita. Puis il soupira. « Elle avait de l'anxiété, grave, ça a commencé après la naissance. D'Ethan. Postpartum, ils appelaient ça. Mais ça n'est jamais parti. Elle prenait des médicaments, a vu un thérapeute pendant un moment. Mais elle a arrêté d'y aller. Pourquoi ? Elle disait que le thérapeute posait trop de questions, sur moi, sur notre mariage, sur... » Il s'interrompit. « Sur quoi ?» Michael la regarda, les yeux rouges. « Sur mon frère. » Le pouls de Sarah s'accéléra. « Vous avez un frère ?»« J'avais, » corrigea Michael. « Danny, 2 ans de moins que moi, toujours eu des problèmes, des trucs de santé mentale. Ne pouvait pas garder un emploi. Ne pouvait pas rester hors des ennuis. Où est-il maintenant ?» Michael fit tomber la cendre sur le trottoir. « Je ne sais pas. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il restait avec Amanda, quelques mois avant sa mort. Elle avait pitié de lui. Elle l'a laissé dormir sur le canapé. La police savait-elle quelque chose à son sujet ? » Michael haussa les épaules. « Je ne sais pas, je n'étais pas là. » Le cerveau de Sarah s'emballa. « Monsieur Hale, c'est important. Danny était-il là la nuit où Amanda est morte ? Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Je n'étais pas là. Mais il aurait pu être là. » Michael détourna le regard. « Ouais, il aurait pu être là. » Sarah sortit son carnet. « Quel est le nom complet de Danny ? » « Daniel Arthur Hale. »« Avez-vous une photo ?» Michael fouilla dans son portefeuille et sortit une vieille photo froissée. 2 hommes debout devant un lac. L'un était Michael, plus jeune, souriant. L'autre était plus mince, avec des cernes sous les yeux et un sourire de travers. « C'est Danny, »
dit doucement Michael. Prise il y a environ 5 ans. Je ne l'ai pas revue depuis. Sarah prit une photo de l'image avec son téléphone. Monsieur Hale, la police. A-t-elle déjà interrogé votre frère? Michael secoua la tête. Pour autant que je sache, ils ne l'ont même jamais mentionné. Sarah sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Pourquoi pas? Michael la regarda avec des yeux creux. Parce qu'ils avaient déjà leur monstre. Et les monstres, une fois nommés, sont difficiles à défaire. Sarah passa les 2 jours suivants à chercher Daniel Hale. Les dossiers publics ne montraient rien. Pas d'adresse actuelle, pas de numéro de téléphone, pas de présence sur les réseaux sociaux. C'était comme s'il s'était évaporé le jour de la mort d'Amanda. Mais Sarah avait appris il y a longtemps que les gens ne disparaissent pas simplement. Ils laissent des traces, des miettes de pain. Il suffisait de savoir où chercher. Elle commença par les bases. Rapport de crédit, infractions routières, dossiers hospitaliers, rien. Puis elle essaya quelque chose de différent. Elle retourna sur Maple Drive. La maison était toujours vide. Le ruban de scène de crime disparut depuis longtemps, mais personne ne voulait l'acheter. Une maison de meurtre. Maudite, disaient certains. Sarah frappa aux portes. La plupart des gens ne voulaient pas parler. Ils lui fermèrent la porte au nez ou faisaient semblant de ne pas être chez eux. Mais une femme répondit. Madame Eleanor Pitts, 72 ans, vivait directement en face de la maison Hale. Je me souviens de lui, dit Madame Pitts, debout dans l'embrasure de sa porte avec une tasse de thé. Le frère, un homme à l'air négligé, allait et venait à des heures bizarres. Lui avez-vous déjà parlé? Une fois. Il a demandé à emprunter mon téléphone. Il a dit que le sien était cassé. Je ne l'ai pas laissé entrer. Quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous l'avez vu? Madame Pitts réfléchit un moment. 2 jours avant la mort d'Amanda, peut-être 3, il est parti précipitamment. A jeté un sac à l'arrière d'une vieille voiture et est juste parti. Avez-vous dit cela à la police? Madame Pitts fronça les sourcils. Ils n'ont jamais demandé. Sarah sentit son estomac se serrer. Madame Pitts, avez-vous vu quelqu'un à la maison la nuit où Amanda est morte? La vieille femme hésita. Elle regarda autour d'elle, comme si quelqu'un pouvait écouter. J'ai vu une voiture, dit-elle doucement, vers 10h30, garée dans l'allée, lumières éteintes. Je n'y ai pas pensé à l'époque. J'ai pensé qu'Amanda avait peut-être un visiteur. Avez-vous vu qui c'était? Non, trop sombre, mais la voiture est restée là un moment, peut-être 20 minutes. Puis elle est partie. Le pouls de Sarah s'accéléra. Quel genre de voiture? Vieille berline, couleur sombre, bleue peut-être, ou noire. Avez-vous dit cela à la police? Madame Pitts regarda son thé. J'ai appelé la ligne de signalement, laissé un message. Personne ne m'a jamais rappelé. Sarah la remercia et retourna à sa voiture. Elle s'assit sur le siège conducteur, fixant la maison Hale. Une voiture, un visiteur, un frère qui a disparu, et personne n'a enquêté. Ce soir-là, Sarah se rendit au bureau des archives du comté de Brookridge. Il fermait dans 20 minutes, mais elle se glissa juste avant qu'il ne verrouille les portes. J'ai besoin de voir les registres de propriété pour le 428 Maple Drive, dit-elle au greffier. Le greffier, un homme d'une 50aine d'années à l'air ennuyé, soupira et tapa sur l'ordinateur. C'est la maison Hale, non? La maison du meurtre? Oui. Il imprima quelques pages et les lui tendit. Autre chose? Sarah parcourut les documents. Registre de propriété standard, historique d'achat, information fiscale. Puis elle le vit. Une ligne enterrée dans les petits caractères. Amanda Hale avait déposé une ordonnance restrictive 3 mois avant sa mort. Contre Daniel. Arthur Hale. Les mains de Sarah tremblèrent alors qu'elle lisait les détails. L'ordonnance stipulait que Daniel n'était pas autorisé à moins de 500 pieds d'Amanda ou d'Ethan. Raison. Comportement erratique. Menace de violence. L'ordonnance restrictive fut accordée, mais Daniel la viola. Plusieurs fois.
Amanda déposa 2 plaintes auprès de la police. Les 2 furent enregistrées mais jamais suivies. Sarah leva les yeux vers le greffier. « Puis-je obtenir des copies des rapports de police liés à cette adresse ?» Le greffier haussa les épaules. « Vous devrez déposer une demande de... documents publics. Ça prend quelques semaines. » « Je n'ai pas quelques semaines. » Le greffier se recula dans sa chaise. « Alors, je ne peux pas vous aider. » Sarah quitta le bureau et s'assit dans sa voiture, fixant l'ordonnance restrictive. Amanda était terrifiée par Daniel. Elle avait essayé de le tenir à distance. La police savait pour lui. Et pourtant, quand elle est morte, personne ne l'a cherchée. Sarah sortit son téléphone et appela la seule personne qu'elle pensait pouvoir aider. Dr Lionel Griggs. Elle avait vu son nom dans quelques articles. Un psychiatre médico-légal qui consultait occasionnellement sur des affaires criminelles. Il avait été cité une fois, il y a des mois, exprimant des doutes sur le verdict d'Ethan Hale. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'il ne réponde. Dr Griggs à l'appareil. « Dr Griggs, je m'appelle Sarah Monroe. Je suis journaliste et j'enquête sur l'affaire Ethan Hale. » Une pause. « J'écoute. J'ai trouvé quelque chose. Amanda Hale avait une ordonnance restrictive contre son beau-frère. Il vivait avec elle. Il a disparu le jour de sa mort, et la police ne l'a jamais interrogé. » Une autre pause, plus longue cette fois. « Où êtes-vous ?»« En ce moment ? Brookridge, devant le bureau des archives. »« Restez là, » dit le docteur Griggs. « Je viens vous voir. » Il raccrocha. Sarah resta assise dans l'obscurité, fixant l'ordonnance restrictive dans ses mains. Amanda avait eu peur. Elle avait essayé de se protéger. Et personne n'avait écouté. Mais quelqu'un d'autre écoutait depuis le début. Et il ne voulait pas que la vérité sorte. Le docteur Lionel Griggs arriva 40 minutes plus tard dans une berline grise qui avait connu des jours meilleurs. Il se gara à côté de la voiture de Sarah et sortit, une mallette en cuir usé à la main. Il était grand, avec des cheveux grisonnants et des yeux vifs et fatigués. Il ressemblait à un homme qui avait passé trop d'années à regarder dans les parties les plus sombres de l'esprit humain. « Mademoiselle Monroe, » dit-il en tendant la main. Sarah la serra. « Merci d'être venue. Montrez-moi ce que vous avez trouvé. » Ils s'assirent dans la voiture de Sarah avec la lumière du plafonnier allumée. Elle étala les documents sur le tableau de bord. L'ordonnance restrictive. Les plaintes à la police. La chronologie. Le docteur Griggs lut en silence, son expression indéchiffrable. Finalement, il leva les yeux. « Cela change tout. Je sais. L'accusation n'a jamais mentionné rien de tout cela au procès, dit-il, ce qui signifie qu'il ne savait pas, ou qu'il ne voulait pas savoir, termina Sarah. Le docteur Griggs se recula sur le siège passager. J'ai examiné l'évaluation psychologique d'Ethan, celle effectuée par l'État avant le procès. C'était une blague. 15 minutes avec un psychologue pour enfants qui avait déjà pris sa décision. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'Ethan montrait des signes de détachement et de platitude émotionnelle. Ils l'ont utilisé pour le dépeindre comme un sociopathe. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Le docteur Griggs secoua la tête. J'ai travaillé avec des enfants traumatisés pendant 20 ans. Ce qu'ils ont décrit n'est pas de la sociopathie, c'est de la dissociation. Un mécanisme de défense. L'esprit s'éteint pour se protéger d'une douleur insupportable. Donc, Ethan n'était pas de sang-froid. Il était terrifié. Exactement. Sarah regarda à nouveau l'ordonnance restrictive. Si Daniel Hale était dans cette maison la nuit où Amanda est morte, et si Ethan a vu ce qui s'est passé, alors le garçon s'est protégé de la seule façon qu'il connaît, dit doucement le docteur Griggs, en s'éteignant complètement. Nous devons trouver Daniel. D'accord, mais il y a quelque chose d'autre dont nous avons besoin d'abord. Quoi? Le rapport médico-légal, la version complète, pas le résumé aseptisé présenté au tribunal. Sarah fronça les sourcils. Comment l'obtenir? Le docteur Griggs sortit une carte de visite de sa mallette et la lui tendit. Elle appartenait à une femme nommée Dr Evelyn Marsh, médecin légiste, comté de Brookridge.
Evelyn et moi, on se connaît depuis des... Née, dit-il. Elle est méticuleuse. S'il y a quelque chose dans ce rapport qui ne correspond pas au récit officiel, elle l'aura noté. Va-t-elle nous parler? Elle le fera si je le demande. Le lendemain matin, Sarah et le docteur Griggs rencontrèrent le docteur Marsh dans un café en bordure de ville. Elle avait la soixantaine, avec des cheveux argentés courts et des yeux bleus perçants. Elle ne sourit pas quand elle s'assit. « Lionel, » dit-elle sèchement. « J'espère que c'est important. »« Ça l'est, » dit le docteur Griggs. « Nous devons parler d'Amanda Hale. » L'expression du docteur Marsh se durcit. Cette affaire est close. « Vraiment ?» demanda Sarah. Le docteur Marsh la regarda. « Qui êtes-vous ?»« Sarah Monroe, journaliste. »« Génial. Juste ce dont j'ai besoin. Mon nom dans un autre article. »« Votre nom ne sera dans rien, » dit Sarah. « Je veux juste la vérité. » Le docteur Marsh l'étudia longuement. Puis elle soupira et sortit un dossier de son sac. Elle le posa sur la table mais ne l'ouvrit pas. « Off the record », dit-elle fermement. « Off the record », accepta Sarah. Le docteur Marsh ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies du rapport d'autopsie complet. Photos, diagrammes, notes écrites d'une écriture précise. « Amanda Hale est morte d'un coup de couteau unique à la poitrine », commença le docteur Marsh. La lame a perforé son poumon et sectionné une artère majeure. La mort aurait été rapide, en quelques minutes. Y avait-il des signes de lutte? Demanda le docteur Griggs. Le docteur Marsh hésita. C'est là que ça devient compliqué. Compliqué comment? Elle tourna jusqu'à une page avec des photos des mains d'Amanda. Pas de blessure défensive, ses ongles étaient intacts, pas de peau dessous, pas d'échymose sur ses bras ou ses poignets. Ce qui signifie qu'elle ne s'est pas défendue, dit Sarah. Ou qu'elle ne pouvait pas, corrigea le docteur Marsh. La toxicologie a montré des niveaux élevés de diazépam dans son système. C'est un sédatif. Elle aurait été somnolente, lente à réagir. Les yeux de Sarah s'élargirent. Elle a été... droguée? Pas nécessairement. Amanda avait une ordonnance pour des médicaments contre l'anxiété. Le diazépam en faisait partie. Mais les niveaux dans son sang étaient plus élevés que thérapeutiques. Soit elle en a pris trop, soit quelqu'un lui en a donné, termina le docteur Griggs. Le docteur Marsh hocha la tête. C'est possible. Sarah se pencha en avant. Cela a-t-il été mentionné au tribunal? Brièvement. L'accusation a soutenu qu'elle avait pris des médicaments supplémentaires parce qu'elle était stressée. La défense n'a pas réagi. Pourquoi pas? Le docteur Marsh ferma le dossier. Parce que la défense était incompétente, ou paresseuse, ou les deux. Sarah ressentit une vague de colère. Et le couteau? Celui sur lequel se trouvaient les empreintes digitales d'Ethan? C'est un autre problème, dit le docteur Marsh. L'angle de la blessure ne correspond pas à ce qu'on attendrait d'un enfant. Que voulez-vous dire? Le couteau est entré avec un angle descendant, suggérant que l'agresseur était plus grand qu'Amanda. Elle mesurait 1,68 m. Ethan mesurait 1,16 m à l'époque. Le docteur Griggs fronça les sourcils. Aurait-il pu monter? Sur quelque chose? Possiblement. Mais il n'y avait aucune preuve de cela, pas de chaise déplacée, pas de tabouret, rien. Le cœur de Sarah battait fort. Donc la blessure suggère un adulte. Elle suggère quelqu'un de plus grand, corrigea le docteur Marsh. Je l'ai noté dans mon rapport, mais personne n'a posé de questions à ce sujet lors du procès. Pourquoi pas? Le docteur Marsh la regarda avec des yeux froids et fatigués. Parce qu'il ne voulait pas savoir. L'accusation avait construit son dossier sur des fondations de mensonges. Et maintenant, pièce par pièce, il s'effondrait. Le docteur Griggs savait qu'il devait voir Ethan. Pas en tant que spectateur, pas en tant que consultant, mais en tant que quelqu'un qui pourrait réellement aider. Il fallut 3 semaines de paperasse, de motions juridiques et d'appels téléphoniques persistants avant qu'il n'obtienne l'autorisation d'évaluer Ethan au centre de détention pour mineurs où le garçon était détenu. Sarah attendait dans le parking,
Elle n'était pas autorisée à entrer. « S'il parle, dit-elle avant que le docteur Griggs n'entre, demandez-lui à propos de son oncle. » Le docteur Griggs hocha la tête. « Je ferai ce que je peux. » L'établissement était froid et stérile. Murs gris, lumière fluorescente, le genre d'endroit conçu pour dépouiller l'humanité. Ethan fut amené dans une petite salle de réunion par un garde. Il avait 11 ans maintenant, 3 ans de plus que le garçon sur les photos du tribunal. Plus grand, plus mince. Mais ses yeux étaient les mêmes, distants, méfiants, vides. Il s'assit en face du docteur Griggs sans un mot. « Bonjour Ethan, » dit doucement le docteur Griggs. « Je m'appelle docteur Griggs. Je suis là pour parler avec toi. C'est d'accord ?» Ethan ne répondit pas. Il fixait la table. Le docteur Griggs attendait. Il avait travaillé avec suffisamment d'enfants traumatisés pour savoir que le silence était un langage en soi. « Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas, » continua le docteur Griggs. « Mais j'aimerais te poser quelques questions. Si tu as envie de répondre, tu peux. Sinon, c'est bon. » Aussi, les doigts d'Ethan tressaillirent, juste légèrement. « Te souviens-tu de la nuit où ta mère est morte ?» Pas de réponse. « Te souviens-tu si quelqu'un d'autre était dans la maison ?» Toujours rien. Le docteur Griggs se recula. Il changea de tactique. « Ethan, je veux que tu saches quelque chose. Je ne pense pas que tu aies fait du mal à ta mère. » Pour la première fois, les yeux d'Ethan vacillèrent. Juste une seconde. Mais c'était là. Le docteur Griggs continua. « Je pense que tu as peur. Je pense que quelque chose s'est passé cette nuit-là. Quelque chose qui n'était pas de ta faute. Et je pense que tu l'as porté seul pendant 3 ans. » La respiration d'Ethan s'accéléra. Ses mains se serrèrent en poing sur la table. « Je connais ton oncle Danny, » dit doucement le docteur Griggs. Ethan se figea. « Je sais qu'il vivait avec toi. Je sais que ta mère avait peur de lui. » La mâchoire d'Ethan se crispa. Ses yeux se remplirent de quelque chose que le docteur Griggs n'avait pas vu auparavant. La peur. « Ethan, ton oncle était-il là cette nuit-là » Un long silence. Puis, à peine audible, Ethan murmura « Oui ». Le docteur Griggs sentit sa poitrine se serrer. C'était le premier mot que le garçon avait prononcé en 3 ans. Que s'est-il passé? La voix d'Ethan se brisa. Il a dit que si je le disais à quelqu'un, il reviendrait. Il me ferait du mal aussi. Où est-il maintenant? Je ne sais pas. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Ethan. Je ne sais pas. Il est parti. Et puis la police est venue. Et tout le monde a dit que c'était moi. Et je ne pouvais pas. Sa voix se brisa complètement. Il enfouit son visage dans ses mains et sanglota. Le docteur Griggs tendit la main à travers la table, mais le garde s'avança. « Pas de contact physique, » dit le garde. Le docteur Griggs retira sa main. Il garda sa voix calme. « Ethan, écoute-moi, tu n'es plus seul. Tu comprends? Nous allons trouver ton oncle. Nous allons dire la vérité, et nous allons te sortir d'ici. » Ethan leva les yeux, son visage mouillé de larmes. « Personne ne me croira. »« Je te crois, » dit fermement le docteur Griggs. « Et il y a d'autres personnes qui te croient aussi. » La séance se termina 21 minutes plus tard. Le docteur Griggs sortit de l'établissement avec un enregistrement de la conversation et une déclaration signée d'Ethan. Sarah attendait près. « Que la voiture ?»« Alors ?» demanda-t-elle. Le docteur Griggs la regarda, le visage pâle. Il a parlé. Daniel Hale était là. Il a tué Amanda, et il a menacé Ethan pour qu'il se taise. Sarah ressentit une vague de nausée. Ce garçon est en prison depuis 3 ans, pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais l'homme qui l'a vraiment fait est toujours dehors. Sarah serra les poings. Nous devons le trouver. D'accord, mais il y a quelque chose d'autre. Quoi? Le docteur Griggs lui tendit un document. C'était une évaluation psychiatrique de Daniel Hale datant de 7 ans. Diagnostiqué avec schizophrénie paranoïaque, historique d'explosion violente, multiples arrestations pour agression. Où avez-vous obtenu ceci? J'ai des contacts, dit le docteur Griggs. Daniel a été hospitalisé 2 fois. Les 2 fois, il a été libéré prématurément en raison de surpopulation.
Le système l'a laissé tomber. Et à cause de cela, Amanda est morte. Sarah fixa le document. Si la police avait fait son travail, si elle l'avait recherché, Amanda serait peut-être encore en vie, et Ethan ne serait pas dans une cellule. Sarah prit une profonde inspiration. Nous devons aller voir la police, leur montrer ça. Le docteur Griggs secoua la tête. Ils n'écouteront pas, ils ont clos cette affaire. La rouvrir signifierait admettre qu'ils ont eu tort, admettre qu'ils ont détruit la vie d'un enfant. Alors que faisons-nous? Le docteur Griggs la regarda avec une détermination d'acier. Nous trouvons Daniel nous-mêmes, et nous les forçons à écouter. Mais trouver un fantôme n'est jamais facile, surtout quand ce fantôme ne veut pas être trouvé. L'article de Sarah fut mis en ligne 3 jours plus tard. Elle le publia sur un site de journalisme d'investigation indépendant. Aucun grand média ne voulait y toucher. Trop risqué, disait-il. Trop controversé. Le titre disait « Un garçon de 8 ans a-t-il pris la peine pour le crime de son oncle ?» En quelques heures, il avait 50 000 vues. Le lendemain matin, plus de 200 000. La section des commentaires explosa. Certains la crurent. La plupart, non. Mais l'article fit ce qu'il était censé faire. Il attira l'attention. Et toute l'attention n'était pas la bienvenue. Sarah était dans son appartement quand le premier appel arriva. Numéro inconnu. Elle laissa aller sur la messagerie vocale. Le message. T'es court et froid. Arrêtez de creuser, mademoiselle Monroe. C'est votre dernier avertissement. Elle le supprima et continua à travailler. Le deuxième appel arriva 1 heure plus tard. Même numéro inconnu. Cette fois, elle répondit. Qui est-ce? La voix à l'autre bout était déformée. Mécanique. Vous faites une erreur. Éloignez-vous. Pourquoi? Parce que je me rapproche trop de la vérité? Parce que la vérité n'a pas d'importance. L'affaire est close. Le garçon est là où il doit être. Ethan Hale est innocent. Une pause. L'innocence est un luxe, la justice est une machine, et vous y jetez une clé à molette. La ligne se coupa. Sarah resta assise là, fixant son téléphone. Ses mains tremblaient. Elle appela le docteur Griggs. « Quelqu'un vient de me menacer, dit-elle. Qu'ont-ils dit? Que je dois arrêter, que l'affaire est close. » Le docteur Griggs resta silencieux un moment. « Sarah, c'est plus gros que nous le pensions. Que voulez-vous dire? J'ai passé quelques appels aujourd'hui, à des gens en qui j'ai confiance dans le système, juges, procureurs, détectives. Personne ne veut parler de l'affaire Hale. Pourquoi pas? Parce que rouvrir exposerait la négligence, possiblement la corruption. Des carrières seraient ruinées, des réputations détruites. » Sarah sentit un nœud se resserrer dans son estomac. Donc ils se protègent. Exactement. Et ils feront tout ce qu'il faut pour garder cela enterré. Et la juge Brent? Elle a présidé le procès. Pouvons-nous faire appel à elle? Le docteur Griggs rit amèrement. Caroline Brent, c'est la dernière personne qui nous aidera. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a le plus à perdre. Sarah ne comprenait pas. De quoi parlez-vous? La juge Brent était candidate à la réélection l'année du procès d'Ethan. On la dépeignait comme laxiste sur le crime. Faible. Puis l'affaire Hale a atterri sur son bureau. Très médiatisée. Frénésie médiatique. Elle y a vu une opportunité. Pour prouver qu'elle était dure. Exactement, elle a accéléré le procès. Refusé plusieurs motions de la défense. Condamné un enfant de 8 ans à la prison à vie sans libération conditionnelle. C'était brutal. Mais ça a marché. Elle a remporté la réélection avec une large majorité. Sarah se sentit mal. Donc elle a sacrifié un enfant pour sa carrière. Bienvenue dans le système judiciaire, dit doucement le docteur Griggs. Cette nuit-là, Sarah ne put dormir. Elle était assise à sa table de cuisine avec son ordinateur portable, parcourant des articles sur la juge Brent. La femme était une figure incontournable du comté de Brookridge, respectée, crainte, intouchable. Mais Sarah trouva quelque chose d'intéressant enfoui dans une vieille archive de presse, une plainte déposée contre la juge Brent 12 ans auparavant. Un avocat de la défense l'accusait de partialité dans un procès pour meurtre. La plainte fut rejetée. L'avocat fut radié 6 mois plus
Tard pour des accusations non liées. Sarah creusa plus profondément. Le nom de l'avocat était Roger Finch. Il avait été radié pour falsification de preuves. Mais quand Sarah examina l'affaire, les détails étaient flous. Des témoins se rétractèrent. Des documents disparurent. Ça sentait le coup. Montée. Sarah trouva une adresse pour Roger Finch. Il était toujours en vie, vivant dans une petite ville à 2 heures au nord de Brookridge. Elle décida de lui rendre visite. Le lendemain matin, Sarah conduisit sur des routes sinueuses jusqu'à ce qu'elle atteigne un parc de maisons mobiles délabré. La caravane de Roger Finch était au bout d'un terrain de gravier. La peinture s'écaillait, le jardin était envahi. Elle frappa à la porte. Un homme dans la soixantaine répondit, mince, grisonnant, les yeux creux. « Roger Finch ?» Il la regarda de haut en bas. « Qui demande ?»« Je m'appelle Sarah Monroe. Je suis journaliste. Je veux vous parler de la juge Caroline Brent. » Son visage s'assombrit. « Je n'ai rien à dire. » Il commença à fermer la porte. Sarah mit sa main dessus. « S'il vous plaît, je pense qu'elle a détruit la vie d'un garçon innocent, tout comme elle a détruit la vôtre. » Roger s'arrêta. Il la fixa longtemps. Puis il s'écarta. « Entrez. » À l'intérieur, la caravane était exiguë et encombrée. Des papiers partout, des bouteilles vides. L'air sentait la cigarette et le regret. Roger s'assit sur un canapé usé et alluma une cigarette. « Vous voulez savoir au sujet de Caroline Brent ?» dit-il. « C'est un monstre, mais c'est un monstre intelligent. Que vous est-il arrivé ? J'ai représenté un homme accusé de meurtre, Edgar Polk, bon homme, faussement accusé. J'ai trouvé des preuves qu'il aurait innocenté. Relevé téléphonique, alibi, témoin. Que s'est-il passé ? » Roger tira une longue bouffée. La juge Brent les a supprimées. Elle a dit qu'elles étaient irrecevables. Mon client a eu la perpétuité. J'ai déposé une plainte. 2 semaines plus tard, des preuves ont fait surface que j'avais falsifié des documents dans une autre affaire. Des preuves que je n'avais jamais vues auparavant. J'ai été radié. Ma vie était finie. Vous pensez qu'elle les a plantées. Je sais qu'elle l'a fait, mais je n'ai pas pu le prouver. Personne n'écoutait. Sarah se pencha en avant. J'écoute maintenant. Roger la regarda avec des yeux fatigués et brisés. Alors vous feriez mieux de faire attention. Parce que Caroline Brent ne détruit pas seulement les carrières, elle détruit les vies. Et elle n'allait pas laisser Sarah Monroe ruiner la sienne. Sarah retourna à Brookridge avec l'avertissement de Roger Finch résonnant dans ses oreilles. Mais elle ne reculait pas. Pas maintenant. Elle rencontra le docteur Griggs dans un restaurant en bordure de ville. Ils s'assirent dans un box au fond, loin des fenêtres. « Je pense que la juge Brent couvre activement cette affaire, » dit Sarah. « Elle a trop à perdre. Alors nous avons besoin de quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer, » répondit le docteur Griggs. « Quelque chose d'indéniable. Comme quoi ? Comme une preuve que Daniel Hale était dans cette maison la nuit où Amanda est morte. » Sarah réfléchit un moment. « Madame Pitts a dit qu'elle a vu une voiture. Berline. Sombre. Et s'il y avait des images de vidéosurveillance d'il y a 3 ans, ça vaut le coup d'essayer. Ils passèrent l'après-midi à faire du porte-à-porte sur Maple Drive. La plupart des maisons n'avaient pas de caméra, mais une en avait. Une maison 4 portes plus loin que celle des Halles, appartenant à un homme nommé Harold Chen, ingénieur retraité, féru de technologie. Sarah frappa à la porte. Harold répondit, prudent mais poli. « Monsieur Chen, je m'appelle Sarah Monroe. J'enquête sur l'affaire Amanda Hale. » L'expression d'Harold changea. C'était une chose terrible. « Oui, ça l'était. Monsieur Chen, avez-vous une caméra de sécurité ?» Il hocha la tête. « Oui, devant et derrière. Elle fonctionne depuis 5 ans. » Le pouls de Sarah s'accéléra. « Avez-vous encore les images d'il y a 3 ans ?» Harold hésita. « J'archive tout. Pourquoi ? Parce que je pense que quelqu'un d'autre qu'Ethan Hale a tué Amanda, et votre caméra pourrait les avoir capturés. » Harold l'étudia longuement, puis il ouvrit la porte plus largement. « Entrez. » Son bureau à domicile était rempli de moniteurs et de disques durs.
Harold s'assit à son ordinateur et commença à taper. « Quelle date cherchons-nous » Sarah la lui donna. Il ouvrit les archives. Les images étaient granuleuses mais assez claires. Horodatées. Harold avança rapidement à travers les heures du soir. À 22h14, une berline bleu foncé s'engagea sur Maple Drive. Elle ralentit devant la maison Hale. Puis elle tourna dans l'allée. Le souffle de Sarah se coupa. La voiture resta là pendant 2 minutes. Puis une silhouette en sortit. Grande, masculine, portant une veste et une casquette de baseball tirée bas. La silhouette marcha jusqu'à la porte d'entrée, utilisa une clé et entra. « Pouvez-vous » « Zoomer » demanda le docteur Griggs. Harold ajusta l'image. Le visage était obscurci par la casquette et les ombres. Mais la carrure était claire. Adulte. Pas un enfant. « À quelle heure est-il parti » demanda Sarah. Harold avança rapidement. À 22h52, la silhouette ressortit, se déplaçant rapidement. Pas de sac, pas d'hésitation. Il monta dans la voiture et partit. Sarah sentit sa poitrine se serrer. C'est lui, c'est Daniel. Harold rembobina et rejoua. Ceci n'a jamais été donné à la police ? Non, dit Sarah, parce qu'ils n'ont jamais demandé. Harold grava les images sur une clé USB et la lui tendit. Si cela aide ce garçon, alors utilisez-la. Sarah et le docteur Griggs partirent immédiatement. Ils conduisirent directement au bureau du shérif du comté de Brookridge. Le détective Shaw était toujours là. Plus vieux maintenant, plus gris. Il avait l'air agacé quand ils entrèrent. Dans son bureau. « Mademoiselle Monroe, docteur Griggs, que puis-je faire pour vous ?» Sarah posa la clé USB sur son bureau. « Vous pouvez regarder ceci. » Shaw ne bougea pas. « Qu'est-ce que c'est » Image de vidéosurveillance de la nuit où Amanda Hale est morte. Elles montrent un homme entrant dans la maison à 22h14 et en sortant à 22h52. La mâchoire de Shaw se crispa. « Où avez-vous obtenu ceci ?»« D'un voisin. Un voisin que vous n'avez jamais interrogé. » Shaw prit la clé USB mais ne la brancha pas. « L'affaire est close. L'affaire est fausse, » dit fermement le docteur Griggs. « Ethan Hale est innocent, et ceci le prouve. » Shaw se leva. Son visage était rouge. « Vous deux devez partir. »« Regardez les images, » insista Sarah. « J'ai dit partez. »« Détective, un enfant est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. » Shaw frappa du poing sur le bureau. « Cet enfant a été condamné par un jury. Les preuves étaient claires. Ceci. » Il leva la clé USB. « C'est trop peu, trop tard. Il n'est jamais trop tard pour la vérité, » dit le docteur Griggs. Shaw les fixa, puis il jeta la clé USB dans un tiroir et le verrouilla. « Sortez, tous les deux, et si vous continuez à interférer avec une enquête close, je vous ferai arrêter pour obstruction. » Sarah sentit son sang bouillir, mais le docteur Griggs posa une main sur son bras. « Allons-y, » dit-il doucement. Ils sortirent en silence. Dans le parking, Sarah se tourna vers le docteur Griggs. « Il ne va rien faire. »« Je sais. Alors que faisons-nous maintenant ?» Le docteur Griggs la regarda avec une détermination sombre. « Maintenant, nous rendons les images publiques. Nous les diffusons nous-mêmes. » Mais quelqu'un était déjà en train d'agir pour les arrêter. Et cette fois, il n'allait pas seulement menacer. Sarah téléchargea les images de vidéosurveillance sur son site web à minuit. Au matin, elles étaient devenues virales. Les médias les reprirent. Les réseaux sociaux explosèrent. Le titre était partout. Nouvelle preuve dans l'affaire Hale, la justice. S'est-elle trompée? Le téléphone de Sarah ne cessait de sonner. Demande d'interview, menaces, soutien, chaos. Mais un appel se démarqua. « Mademoiselle Monroe, ici Hélène Varga, procureure adjointe. Nous devons parler. » Elles se rencontrèrent dans un café. Hélène avait la quarantaine, le regard perçant, épuisé. « J'ai travaillé sur l'accusation de Hale, » dit doucement Hélène. « J'étais avocate junior. Je n'ai pas pris les décisions. Mais j'ai vu des choses. » « Quelles choses ?» Hélène hésita. « Le détective Shaw a supprimé des preuves. »
l'ordonnance restrictive contre Daniel Hale, des déclarations de témoins qui ne correspondaient pas au récit. Il nous a dit que l'affaire était solide. Nous lui avons fait confiance. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que j'ai une fille, dit Hélène, la voix se brisant. Elle a 8 ans, le même âge qu'Ethan, et je ne peux pas, dormir en sachant ce que nous lui avons fait. Sarah se pencha en avant. Allez-vous témoigner? Hélène hocha la tête. Si cela signifie arranger les choses, oui. En quelques jours, d'autres personnes se manifestèrent. Un technicien médico-légal à qui on avait dit de simplifier son rapport. Une assistante sociale qui avait essayé de défendre Ethan et avait été retirée de l'affaire. La conspiration n'était pas une organisation secrète. C'était un système se protégeant lui-même. Des procureurs qui voulaient des condamnations. Des détectives qui voulaient des promotions. Une juge qui voulait être réélue. Et un garçon qui en avait payé le prix. Sarah finit par retrouver Daniel Hale. Il vivait sous un nom différent dans une maison de transition en Idaho. Un tuyau d'un ancien collègue l'y mena. Elle amena le Dr Griggs et une équipe de tournage. Ils le confrontèrent à l'extérieur. Daniel était émacié, paranoïaque, tremblant. Il ne ressemblait en rien à l'homme sur la photo de Michael. « Daniel Hale » appela Sarah. Il se retourna. Ses yeux s'élargirent. « Laissez-moi tranquille » marmonna-t-il en marchant plus vite. « Vous étiez à la maison d'Amanda la nuit où... » « Elle est morte. » Daniel s'arrêta, son visage devint pâle. « Je ne voulais pas, » murmura-t-il. « Elle allait appeler les flics. Elle allait me faire enfermer à nouveau. Je voulais juste parler, mais elle ne voulait pas écouter. Elle disait que j'étais dangereux, que j'allais faire du mal à Ethan. « Alors vous l'avez tué ?» Les mains de Daniel tremblèrent. « Je n'avais pas prévu ça, le couteau était juste là. Et elle est tombée, et puis Ethan est descendu. Il a tout vu. Je lui ai dit que s'il disait quelque chose, je reviendrais. » Sarah sentit la rage bouillonner en elle. « Il avait 8 ans. »« Je sais, » sanglota Daniel. « Je sais, je fuis depuis. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas penser. Je la vois chaque nuit. » Le docteur Griggs s'avança. « Vous devez avouer, officiellement. » Daniel le regarda avec des yeux brisés. « Est-ce que ça aidera le garçon? » « C'est la seule chose qui le fera. » Daniel hocha lentement la tête. La salle d'audience était bondée. Les aveux de Daniel Hale avaient déclenché une audience d'urgence. Sarah, le docteur Griggs et une équipe d'avocats pro bono se battirent pour obtenir un nouveau procès pour Ethan. La juge Caroline Brent présidait. Son visage était de pierre. Hélène Varga témoigna en premier. Elle détailla comment les preuves avaient été supprimées, comment l'enquête avait été précipitée, comment un enfant avait été piégé. Le docteur Griggs présenta son évaluation psychiatrique. Il expliqua le traumatisme, la dissociation, la coercition. Les images de vidéosurveillance furent diffusées sur un grand écran. La salle d'audience haleta, puis Daniel Hale fut amené, enchaîné, brisé. Il avoua, officiellement, devant tout le monde. « J'ai tué Amanda Hale. Ethan n'avait rien à voir avec ça. Je l'ai menacé pour... » Qu'il se taise. Ce garçon souffre pour mon crime. Le procureur, un nouveau visage, ne se battit pas. L'État reconnaît des erreurs significatives dans l'enquête originale. La mâchoire de la juge Brent se crispa. Elle savait ce que cela signifiait. Son héritage s'effondrait. Cette cour va prendre une pause pour examiner toutes les preuves, dit-elle froidement. 2 heures plus tard, elle revint. La condamnation d'Ethan Hale est par la présente annulée. Cependant, elle fit une pause. En raison de la nature traumatique de cette affaire et des préoccupations concernant sa stabilité psychologique, il sera transféré dans un établissement psychiatrique pour mineurs, pour évaluation. Pas libéré. La salle d'audience explosa. « Ce n'est pas la justice !» cria Sarah. La juge Brent frappa de son marteau. « À l'ordre !» 3 mois plus tard, Sarah était assise dans la salle des visites du centre de traitement pour jeunes de Pinecrest. Ethan entra, accompagné d'un conseiller. Il avait 12 ans maintenant. Toujours mince, toujours silencieux, mais quelque chose dans ses yeux avait changé.
Il y avait de la lumière là, faible, mais réelle. « Salut, Ethan, » dit doucement Sarah. « Salut, mademoiselle Monroe. » C'était seulement la 3e fois qu'elle l'entendait parler. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Le conseiller resta près de la porte, leur donnant de l'espace. « Comment vas-tu » demanda Sarah. Ethan haussa les épaules. « Mieux, les docteurs. Ici, écoute, vraiment. Ils ne pensent pas que je suis un monstre. » La gorge de Sarah se serra. « Tu n'as jamais été un monstre. »« Je le sais maintenant, » dit doucement Ethan. « Mais pendant longtemps, je l'ai cru. Tout le monde l'a dit tellement de fois que j'ai pensé que ça devait être vrai. Je suis désolé, Ethan. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. » Ethan regarda ses mains. « Le docteur Griggs dit que je pourrais pouvoir partir d'ici dans 1 an. Peut-être aller vivre avec une famille d'accueil. Recommencer l'école. C'est bien. Mais je ne récupérerai jamais ces 3 nez, dit Ethan, la voix tremblante. Je ne pourrai jamais redevenir un enfant de 8 ans, ou 9, ou 10. Je serai toujours l'enfant que tout le monde pensait avoir tué sa mère. Sarah sentit les larmes lui piquer les yeux. Les gens connaissent la vérité maintenant. Certaines. Personne, corrigea Ethan. Mais pas tous. J'ai vu les commentaires en ligne. Certaines personnes pensent encore que je l'ai fait. Ils disent que mon oncle ment pour me protéger. Ils disent que j'ai manipulé tout le monde. Ces gens ont tort. Je sais, mais ça fait quand même mal. Ils restèrent assis en silence un moment. Puis Ethan leva les yeux vers elle. « Mademoiselle Monroe, pourquoi m'avez-vous aidé? Vous ne me connaissiez pas. Vous ne me deviez rien. » Sarah y réfléchit. À sa propre chute. À l'affaire Daniels. À chaque fois qu'on lui avait dit d'arrêter de creuser. « Parce que la vérité compte, » dit-elle finalement. « Même quand c'est difficile. Même quand ça nous coûte quelque chose. La vérité est la seule chose qui puisse nous libérer. » Ethan hocha lentement la tête. « Est-ce qu'elle vous a libéré ?» Sarah sourit tristement. « J'y arrive. » À l'extérieur, le docteur Griggs attendait dans le parking. Sarah le rejoignit. « Comment va-t-il » demanda le docteur Griggs. « Il guérit. Lentement. » Le docteur Griggs regarda l'établissement. Il portera ça pour le reste de sa vie. Même après sa libération. Même après avoir reconstruit. La cicatrice sera toujours là. Je sais. Et la juge Brent est toujours en fonction. Le détective Shaw travaille toujours sur des affaires. Le système qui a laissé tomber Ethan est toujours en place. Sarah serra les poings. Pour l'instant. Le docteur Griggs la regarda. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je n'ai pas... Fini. Je vais déposer des plaintes. Je vais écrire plus d'articles. Je vais m'assurer que tout le monde sait ce qui s'est passé. La juge Brent, Shaw, tous, ils vont répondre de ça. Le docteur Griggs sourit faiblement. Vous n'abandonnez vraiment pas, n'est-ce pas? Pas quand c'est important. 6 mois plus tard, la juge Caroline Brent annonça sa retraite. La raison officielle était personnelle, mais tout le monde connaissait la vérité. L'affaire Hale avait détruit sa réputation. Le détective Shaw fut placé en congé administratif en attente d'une enquête interne. Hélène Varga quitta le bureau du procureur et commença à travailler pour une organisation à but non lucratif qui combat les condamnations injustifiées. Daniel Hale plaida coupable de meurtre. Il fut condamné à la prison à vie. Il ne marcherait plus jamais libre. Et Ethan fut libéré de Pinecrest le jour de son 13e anniversaire. Il alla vivre avec une famille d'accueil dans une ville tranquille à 2 États de là. Un endroit où personne ne connaissait son nom, où il pouvait recommencer. Sarah lui rendit visite une fois, 1 an après sa libération. Ils s'assirent sur le porche de sa nouvelle maison, buvant de la limonade. Ethan était plus grand maintenant. Sa voix était plus grave. Il souriait davantage. « Je vais au lycée l'année prochaine, » lui dit-il. « Un lycée normal, avec des enfants normaux. C'est merveilleux, Ethan. Je suis toujours en thérapie. Je le serai probablement. Longtemps. Mais je vais bien, vraiment. » Sarah le regarda. Ce garçon qui avait tant perdu, qui avait été trahi par tous ceux qui étaient censés le protéger. Et pourtant, il était toujours là, toujours en train de se battre, toujours en train d'espérer. « Je suis fier de toi, »
dit Sarah. Ethan sourit. Merci, pour tout. Alors que Sarah s'éloignait, elle pensa à la justice. La vraie justice. Pas celle rendue dans les tribunaux, mais celle qui vit dans le cœur des gens qui refusent d'abandonner. Ethan ne récupérerait jamais ces années. Il porterait toujours le poids de ce qui s'était passé. Mais il était libre. Et parfois, c'est ce qui se rapproche le plus de la justice. Était-ce vraiment ce qui s'est passé? Ou était-ce ce qu'ils ont dit qui s'est passé? À la fin, la vérité est sortie. Mais le coût était plus élevé que quiconque ne l'avait imaginé. Et les cicatrices dureraient pour toujours.